Comment ça, les plus riches en France ne sont pas assez taxés? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Comment ça, même les plus riches en France pratiqueraient massivement l'évasion fiscale? Comment? Je suis tombé de mon armoire. C'est pourtant bien ce qui semble être le cas si on en croit les dernières révélations du Monde qui font suite à des révélations successives. On ouvre le dossier aujourd'hui. Tout le débat commence il y a quelques mois, le 11 janvier. Éric Lombard, qui a été le ministre de l'économie de François Bayrou, redevenu simple citoyen, donne cette interview au journal Libération. On sent qu'il y a un peu de somme d'avoir été éjecté du pouvoir sans même avoir pu faire passer un seul budget. Et donc, cette récolte de sel nous permet de voir émerger une déclaration qui, au moment où Éric Lombard l'a fait, est déflagratoire. Je trouve très sain de vérifier que, compte tenu d'un patrimoine très important, il y ait un taux minimum d'impôt. La direction des finances publiques avait regardé, parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0, ils ne payent aucun impôt sur le revenu. Au lieu de payer des charges sociales sur leur salaire, ils se font rémunérer dans les holdings. Ces mécanismes sont légaux, mais injustes. Ça, c'est déflagratoire. Parce que, évidemment, en disant cela, il nous révèle qu'il y aurait des milliers de contribuables dont le patrimoine est très important et qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Des personnes qui sont dans une situation où ils possèdent des biens qui excèdent le million d'euros, voire très souvent des millions d'euros de patrimoine immobilier, et qui en parallèle de cela ne déclarent aucun revenu à l'administration fiscale, ou plus exactement, ont un revenu fiscal de référence de 0. Tu peux avoir un revenu fiscal de référence de 0 tout en déclarant des revenus. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des niches fiscales qui te permettent de diminuer ton revenu fiscal de référence. Si tu optimises comme un porc, il semblerait que tu puisses faire se combiner plusieurs niches fiscales qui sont toutes plafonnées mais qui peuvent toutes s'additionner, qui reviennent à la fin à ce que tu aies 0 € de revenu fiscal de référence, alors même que tu gagnes potentiellement très bien ta vie grâce à des niches fiscales. À la fin, tu ne vas payer aucun impôt sur le revenu. L'autre solution, c'est ce que vise ici spécifiquement Didier Lombard, qui est le fait de dire, au lieu de payer des charges sociales sur leur salaire, ils se font rémunérer dans les holdings. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, tu es à la tête d'une société, cette société génère des profits. Ces profits, au lieu de te les distribuer toi-même, soit en salaire, ce qui est taxé, soit en dividende, ce qui est taxé aussi, tu laisses les profits dans la société, voire tu les remontes dans une holding au-dessus de ta société et tu utilises cette holding pour payer tes frais personnels. Tout ça pour vous dire qu'il y a des mécanismes bien connus qui permettent d'échapper très largement à l'imposition. Donc là, c'est Éric Lombard qui dit ça, qui non seulement a été le ministre de l'économie et des finances de François Bayrou, ne peut pas être suspecté d'être un infâme marxiste, mais de surcroît, Éric Lombard, il a vu les chiffres. Quelques jours plus tard, la ministre des Comptes publics, qui est directement concernée par ces révélations, est interrogée lors d'une séance de questions au gouvernement. La ministre des Comptes publics, elle s'appelait à l'époque Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin qui est devenue depuis première présidente de la Cour des comptes. Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corriger. Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Notez que personne n'a dit exactement ça. Éric Lombard a parlé de milliers de Français, il n'a pas parlé de dizaines de milliers de Français. Ça fait une différence de degré, ça ne fait pas une différence de nature. Si des milliers de Français fortunés ne payaient aucun impôt sur le revenu, ce serait déjà scandaleux. Donc elle dit que c'est pas vrai. Et elle ajoute, écoutez bien. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Éric Lombard, on imagine qu'il a bien eu un document sous les yeux. D'après Amélie de Montchalin, il mentirait, puisqu'il n'existerait aucun document à Bercy qui le montrerait. Troisième affirmation. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corriger. Ces trois affirmations d'Amélie de Montchalin sont trois mensonges. Il n'existe pas de milliers ou de dizaines de milliers de contribuables fortunés qui ne payent pas d'impôts. C'est un mensonge. Il n'existe aucun document à Bercy qui établirait une telle situation. C'est un mensonge. Et vous pensez bien que si une telle situation existait, elle aurait déjà été corrigée. C'est aussi un mensonge, vous allez le voir. Il y a eu 2 articles publiés dans Le Monde qui permettent de réfuter
sans le moindre doute, ces 3 mensonges que vient d'énoncer Amélie de Montchalin. Premier article qui date du 18 février, donc c'était il y a un peu plus d'un mois. Plus de 13 000 millionnaires ne payent aucun impôt sur le revenu selon une note inédite de Bercy. Invalidant donc les 2 premiers mensonges d'Amélie de Montchalin, on va regarder un peu ce papier, ils sont 18 525, le chiffrage est désormais officiel. En 2024, 18 525 foyers disposant d'un patrimoine immobilier d'au moins 1,3 million d'euros n'ont payé aucun impôt sur le revenu. Même en excluant les personnes qui ne résident pas fiscalement en France et celles décédées en cours d'année, le nombre de ces très riches qui échappent à l'impôt commun reste étonnamment élevé, 13 335. 13 335 personnes qui, en 2024, ont payé l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, sans s'acquitter du moindre euro d'impôt sur le revenu. C'est ce qui ressort des derniers documents transmis par le ministère de l'économie et des finances à Claude Raynal et Jean-François Husson, les 2 têtes de la commission des finances au Sénat. Les parlementaires avaient déjà tenté d'y voir clair. À l'Assemblée nationale, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, président insoumis, s'est rendu en personne à Bercy à la recherche des données évoquées par Éric Lombard sans rien trouver de probant. Puis le député centriste Charles de Courson du groupe Lyot a obtenu, début février, la création d'une commission d'enquête sur le sujet. Ce sont finalement les sénateurs qui, à force de demandes précises, donc vous voyez bien qu'il y a eu une volonté de dissimuler ces éléments, ont récupéré les données tant recherchées le 31 janvier, elles se révèlent éloquentes. Éric Lombard avait raison, constate Claude Raynal, le président de la commission des finances du Sénat. Ça représente, regardez bien, 9,8%, donc près de 10% des foyers assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est énorme. Les 13 335 personnes ciblées ici par la note de Bercy, c'est un chiffre minimal. C'est les personnes qu'on connaît, qu'on a identifiées. Mais en réalité, si on devait compter toutes les personnes qui sont ou peuvent être considérées comme fortunées tout en ne payant aucun impôt, ce serait sans doute des dizaines de milliers. Parce qu'il faudrait faire rentrer tous ceux qui sont à la frontière de l'IFI sans le payer, il faudrait faire rentrer tous ceux qui ont une bonne partie de leur fortune en actions ou en patrimoine mobilier, et à la fin, on dépasserait probablement les 20 000. Voilà où nous en étions il y a encore un mois. Nous avions la certitude qu'Amélie de Montchalin avait menti 2 fois, qu'elle avait menti en prétendant que cette situation n'existait pas, elle existe. Elle avait menti en disant qu'aucune note ne l'étayait. La note existe, elle a même été transmise au sénateur de la commission des finances. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur Amélie de Montchalin à ce moment-là. Elle est aujourd'hui, au moment où on parle, à la tête de la Cour des comptes. Amélie de Montchalin, elle était ministre de l'Action publique. Elle a participé à élaborer le budget 2025. En tant que première présidente de la Cour des comptes, elle aura à charge de contrôler le budget 2025. On a une Cour des comptes qui, en théorie, est chargée de contrôler le budget de l'État, dont la première présidente est celle qui a élaboré le budget de l'État. On lui demande donc de contrôler son propre budget. Bizarrement, on peut croire que son regard ne sera pas trop sévère. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce que dira la Cour des comptes à l'avenir, sachant qu'à sa tête, on a une femme qui n'a jamais hésité à mentir sur des questions de finances publiques. Troisième élément qui aurait dû interdire qu'Amélie de Montchalin accède à la tête de la Cour des comptes, elle a perdu les dernières élections. La dernière fois qu'Amélie de Montchalin s'est présentée au suffrage universel, c'était 2022, elle a perdu. Elle a été écartée par les Françaises et les Français. Elle n'aurait pas dû pouvoir revenir à la tête d'une telle institution républicaine. C'est pas possible. Je sais que ça n'enfreint aucune règle légale. Par contre, là aussi, du point de vue de l'éthique politique, du point de vue de la représentation politique, du point de vue de la confiance que les citoyennes et les citoyens portent dans le fonctionnement de leur démocratie, ça ne devrait pas pouvoir fonctionner ainsi. On a vraiment un Emmanuel Macron qui est en train de noyauter des institutions capitales de la République française par du copinage et de la cooptation, et ça c'est très grave. Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, alors qu'il n'a pas le début du commencement d'une compétence constitutionnelle, alors qu'il est un très proche du pouvoir macroniste. Je vous passe sur la nomination des postes de conseillers constitutionnels eux-mêmes. On pourrait parler de Jacqueline Gourault, on ne va pas le faire, mais enfin Jacqueline Gourault, conseillère constitutionnelle, ça fait quand même lever un sourcil. Dupond-Moretti, que l'on envisage aujourd'hui de nommer défenseur des droits, ce serait scandaleux. Dupond-Moretti, qui n'a jamais justement été connu pour sa défense des droits publics, Dupond-Moretti, qui en tant que ministre de la Justice, justement, s'est trouvé en défense des institutions répressives de la République que sont la police et parfois la justice. Dupond-Moretti qui se retrouverait défenseur des droits, ce serait terrible. C'est légal, il a le droit. Comme je vous l'ai déjà dit, à nouveau, on retrouve ce phénomène de brutalisme constitutionnel qui consiste à utiliser tout ce qui est légal mais que les prédécesseurs se retenaient de faire parce que c'est peut-être légal, mais c'est sans doute pas légitime. Le dernier
précédent d'un ministre de l'économie qui s'est retrouvé premier président de la Cour des comptes, ça remonte au début du 19e siècle, c'était sous Napoléon et c'était le premier président de la Cour des comptes. Depuis, jamais un chef d'État français, jamais, n'a osé faire cela. Cour des comptes, c'est à vie. Non, Cour des comptes, c'est pas à vie. Mandat premier président Cour des comptes à vie. Il n'y a pas de mandat limité dans le temps. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je découvre en direct que le mandat d'Amélie de Montchalin est un mandat à vie qu'elle peut exercer de manière irrévocable jusque ses 68 ans. Elle en a 40. Elle peut désormais, elle, qui n'aurait jamais dû être nommée à ce poste, pour les 3 raisons que j'ai énoncées, eh bien, elle peut désormais l'occuper pendant 28 ans et faire peser sa vision économique sur l'évaluation du contrôle de l'État pendant 28 ans. Écoutez, et qui s'appelle Oriol, la 5e République. Il nous reste la 3e affirmation dont je vous ai d'ores et déjà spoilé qu'elle était mensongère, Amélie de Montchalin qui nous dit « Si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corriger. » Ça tombe bien, ils ont été les contrôler. Et c'est précisément ce qui se passe depuis 3 ans. Redressements fiscaux en rafale chez les riches qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. En 3 ans, le fisc a contrôlé entre 1/4 et 1/3 des foyers à la tête d'un gros patrimoine immobilier et qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Environ 58% d'entre eux ont fait l'objet d'un redressement, a indiqué Bercy mercredi 1er avril. Ça n'est pas un poisson. Ce qui est éminemment problématique, c'est bien sûr ce chiffre de 58%, on va y venir. Mais ce qui est insupportable, c'est le mensonge d'Amélie de Montchalin. Les contrôles en question existaient. Les contrôles en question, elle avait probablement connaissance de ce qui donnait, c'est-à-dire des redressements majeurs et en rafale, et elle ment devant la représentation nationale, les yeux dans les yeux. 1 mois plus tard, on savait qu'elle était en train de mentir, les yeux dans les yeux. Elle a été, non pas accablée pour ses mensonges, elle en a été récompensée par le poste crucial, central, important et exerçable à vie de premier président de la Cour des comptes. C'est insupportable. Mesdames, messieurs, ça porte un nom, vous me voyez venir, la logocratie. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Non seulement je reste ministre, mais derrière, je suis même promu à un poste à vie à la tête de la Cour des comptes, une des plus importantes institutions de contrôle de la République, où je vais pouvoir faire peser pendant 28 ans au moins, si je le désire, ma philosophie économique, mon paradigme économique, mon idéologie économique sur l'évaluation de l'action de l'État. Et il est où le problème ? De toute façon, tu vas faire quoi ? De toute façon, tu vas faire quoi ? J'en viens à ce papier. On va quand même le lire. Certains parlent de zone grise, de simple optimisation fiscale, parfois de suroptimisation agressive pour les services de Bercy. Inutile d'ergoter. Si des milliers de riches Français ne payent aucun impôt sur le revenu, c'est souvent qu'ils ont déclaré de façon frauduleuse des revenus inférieurs à ce qu'ils auraient dû. Il faut alors corriger les déclarations et parfois prendre des sanctions. Pour preuve, les chiffres frappants dévoilés mercredi 1er avril par Sophie Maillard, chef du département des études et statistiques fiscales au sein de la Direction générale des finances publiques. Cette haut fonctionnaire a d'abord confirmé que plus de 13 000 foyers disposant d'un patrimoine immobilier d'au moins 1,3 million d'euros n'avaient payé aucun impôt sur le revenu en 2024. La surprise est venue juste après. Entre 1/4 et 1/3 de ces foyers fiscaux ont fait l'objet d'un contrôle ces 3 dernières années. 58% de ces foyers ayant fait l'objet d'un contrôle qui ont fait l'objet d'un redressement. Ça représente entre 1900 et 2600 redressements au sein de cette petite population. Près de 6 foyers contrôlés sur 10 ont donc dû verser des rappels d'impôts, assortis le cas échéant d'intérêts de retard et de majoration. Devant les yeux écarquillés de quelques députés présents, Sophie Maillard l'a reconnu. Oui, c'est très important. Les redressements visant les quelques 2000 millionnaires concernés ont atteint 104 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 28 millions de pénalités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur les 13 335 foyers identifiés qui sont concernés, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Mais sur les 13 000 foyers concernés qui ont été identifiés, pour la majorité, s'ils ne payent aucun impôt sur le revenu, c'est parce qu'ils fraudent. Alors là, on ne parle pas d'optimisation, on ne parle pas de suroptimisation agressive, on parle de fraude. J'ai retrouvé, par comparaison, cette note de France Travail, note de 2024, qui faisait le bilan des contrôles qui ont été exercés par les agents de France Travail sur les personnes inscrites au sein de France Travail, donc sur les chômeurs. Au total, 17% de l'ensemble des demandeurs d'emploi contrôlés jugés insuffisants en recherche ont fait l'objet d'une sanction. Ce qui veut dire que 83% d'entre eux
ont été jugés absolument irréprochables du point de vue de leur recherche d'emploi. Par ailleurs, je vous rappelle que 17% de l'ensemble des demandeurs d'emploi contrôlés ont fait l'objet d'une sanction. Dans le lot, il y en a un grand nombre qui, en réalité, ne touchent pas un centime d'argent public. La majorité des demandeurs d'emploi ne sont pas bénéficiaires des ARE, les allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelle les allocations chômage. Donc quand on dit on fait l'objet d'une sanction, en l'occurrence, c'est souvent d'une radiation provisoire ou d'une radiation définitive. C'est ça les fonctions dont on parle. Donc là, on a 17% des personnes contrôlées dont on juge que la recherche d'emploi est insuffisante. Le fait de juger que la recherche d'emploi est insuffisante, il y a quand même un caractère légèrement subjectif. C'est très différent des fraudeurs fiscaux, là, où là, pour le coup, on sait ce qu'ils doivent, on sait ce qu'ils payent, et on sait quand il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Ensuite et surtout, dans une majorité de cas, ici, il n'y a pas d'argent public. Si on devait regarder la proportion des chômeurs indemnisés par Pôle emploi, qui ont été sanctionnés lors des contrôles, ce serait inférieur à ce chiffre en réalité. En ce qui concerne les chômeurs, 17% de contrôles aboutissent à des sanctions. Les millionnaires, là, les millionnaires qui payent aucun impôt sur le revenu, 60%, 6 sur 10, dont on découvre qu'ils sont des fraudeurs. Le reste, ils sont peut-être pas des fraudeurs, on peut peut-être pas les rattraper fiscalement, mais ils exploitent des mécanismes qui sont jugés, comme le disait Éric Lombard, illégaux peut-être pas, immoraux assurément. Et on continue de dire que le problème c'est la fraude sociale. On continue de dire que le problème c'est les chômeurs. On continue de dire que le problème c'est les pauvres. On continue de dire que le problème c'est ceux qui essayent de s'en sortir. On continue de dire que le problème c'est la fraude sociale. Là où la fraude fiscale, elle est devant nos yeux, des millionnaires en patrimoine qui vont venir frauder le fisc pour pas aller donner un centime à l'État. Mais le problème, c'est les chômeurs. Mais le problème, c'est les bénéficiaires du RSA. Mais le problème, c'est les bénéficiaires des APL. Mais de qui se moque-t-on ? Pour moi, le dossier, il est fiscalement, socialement, éthiquement, politiquement incendiaire, déflagratoire. Pour moi, là, ce qu'on voit éclore au grand jour, c'est vraiment l'immoralité absolue d'une partie de nos concitoyens les plus fortunés qui ne cherchent à rien d'autre qu'à échapper à tout impôt. Leur objectif, c'est vraiment de ne pas donner un centime à l'État. Le tout couvert par le triple mensonge d'une ministre devenue entre-temps première présidente de la Cour des comptes, sans que nous puissions en tout cas rien en faire. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est insupportable.